un truc qui nous a permis de comprendre que ok, là c'est pas bon. On est arrivé au Niger et on a vu les chèvres manger le carton. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce qu'on est? Je me recule, je dis mais je rêve, je vois pas clair, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, la chèvre est en train de broter le carton. Okay. C'est un carton de quoi? Il n'y avait pas de la nourriture? Non, un carton vide, oui. J'ai pris le temps, nous avons pris le temps d'observer pour voir ce qui se passe. Mais c'était juste un carton. Ouais. Là on s'est dit ok. Là on est au Niger. On est au Niger. On est tous étonnés. Et là on arrive, c'est déjà les contrôles de police puisqu'ils savent que c'est une piste. Les isolé. Je suis resté un enfant isolé et renfermé. C'est à partir de ce moment, les choses ont commencé à se compliquer pour moi. Au bout d'un moment, consciemment, j'ai accepté la chose et j'ai accepté le fait que certaines choses n'allaient pas se faire pour moi et que j'étais seul. Voilà, c'est à partir de là où j'ai plus développé ma partie solitaire. J'avais ce que j'appelais pour moi, j'avais un refuge. Je me créais un truc imaginaire où je me réfugiais avant que je ne revienne à la réalité. C'est pas des hallucinations, mais c'était de l'imagination et qui marchait bien. Mon monde arrivait parfois à me combler, à me tromper. Je savais que c'était pas vrai, mais au moins je m'évadais pour certains moments et j'avais une lueur d'espoir. J'arrivais à sourire, j'arrivais à être un enfant normal, même si ce n'était que dans l'imagination. Donc c'est un peu comme ça que je me suis sorti de cette situation et j'ai grandi avec. Parce que je travaille déjà à mon âge, je fais déjà ce qui n'était pas, ce que je ne devrais pas faire, ce qu'eux ils ne font pas. Il fallait que je leur prouve que c'est la vie qui en a décidé ainsi, mais au contraire, je suis même mieux qu'eux. Look at this right hand, sneaks through, catches him on the temple, had him hurt, and a barrage. Look at this left uppercut, and that's the end of the fight right there. He landed one more shot. Déjà, personne m'a encouragé dans cette initiative, et heureusement, parce que si ça avait été là, si quelqu'un m'avait encouragé dans ça, je l'aurais tenu responsable des souffrances, de l'enfer que j'ai vécu dans ce chemin, dans cette aventure. Je dis que à cette époque, je ne travaillais même plus. J'avais vendu ma moto que je faisais le bain skin avec pour acheter mes équipements de boxe tellement je voulais faire de la boxe. Et c'est en ce moment qu'on a failli m'interner. On a dit mais lui là, vous êtes sûr que ça va bien? Ces neurones là sont bien en place? Parce que là, c'est du délit. Il vend la moto, il s'en sortait bien en faisant son bain skin pour aller acheter les gants de boxe. C'est quoi la boxe? Déjà, il était question déjà d'apprendre la boxe, d'acquérir les techniques de la boxe, mais en même temps de voir la possibilité comment partir. Alors c'est comme ça où je me suis rendu au port. En espérant passer même par le port. J'ai un peu observé, je suis allé au port peut-être pendant une semaine d'affilée. Après j'ai entendu des histoires et c'était pas un truc qui venait de moi, c'était pas une initiative j'avais pas la conviction de cette histoire du port. Alors je me suis rabattu sur l'idée de l'aventure. Donc pour tout dire, ça m'a pris à peu près 4 ans pour préparer ça psychologiquement. Parce que vers 2009, je voulais me lancer et j'avais un cousin qui avait fait le même chemin et il m'a dit « Petit, je te déconseille, reste là et si jamais un jour il y a possibilité, je t'aiderai. » Et 2 ans plus tard, j'observe, je me dis « Mais lui il a ses frères, il y a tout, quand est-ce qu'il... Même s'il réussit bien, quand sera mon tour? Et peut-être il se ferait tard. » Alors j'ai donc décidé de continuer dans cette optique d'aller en aventure. En 2000,
2010, j'ai eu beaucoup de problèmes. Ça encore, c'était le déclic. C'est ça qui m'a permis de déterminer même la date ou la période du voyage. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes et ça s'est finalisé par l'hépatite B. J'ai eu l'hépatite B également. Et ça, c'était très difficile psychologiquement. Il fallait se soigner d'abord. Ouais, j'ai hérité d'une tension de stress, diagnostiquée de tension de stress à cette époque, mais qui est plus tard est devenu permanent parce que j'avais eu beaucoup de coups et psychologiquement c'était très difficile. Mais néanmoins, ça m'a quand même permis de frapper la main sur la table et de dire ok, là c'est parti, je me lance. Alors quand je suis revenu de tout ça, ça m'a pris à peu près 1 an pour économiser un peu d'argent, faire mon passeport et me lancer sur la route de l'aventure. Vous étiez combien au total? J'étais tout seul. Seul? Au départ. C'est arrivé au nord que voilà, je commence à rencontrer des gens. Vous êtes parti de Douala pour Yaoundé. C'était quoi le chemin après? Douala, Yaoundé. Yaoundé, je suis parti de Douala un 3 avril 2012. Le jour où je fais ma porte, je claque et voilà, je laisse tout. Vous avez votre sac à dos? J'avais mon Il y avait sac quoi à dos. à l'intérieur? De l'eau? Vêtements, chaussures, non. Des chaussures. Il y avait quoi dedans? Et j'avais un peu d'argent. Non, vêtements, chaussures, c'est tout. Et un peu d'argent. Puisque le reste d'argent, j'avais laissé à ma petite soeur. Pour dire quoi? Bon, je ne savais pas où j'allais, donc j'avais souvent entendu que c'était dangereux, le chemin. J'ai laissé mon argent à ma petite soeur, je lui ai dit, surtout, mets pas à la réunion, surtout, mets pas en banque, parce que je peux t'appeler et j'aurai besoin de cet argent instantanément. Donc, elle vous a écouté? C'est ce qu'elle a fait? Si, Parce que les femmes sont souvent, vous lui dites une chose, elle fait une autre. Hein. Non, en fait, il faut dire une chose, c'est que ma famille, mes frères et mes soeurs, j'ai quand même eu beaucoup de chance sur ce côté. On peut se faire confiance, on est quand même honnête. Et maman Christine, elle vous dit que vous avez... Ouais, parce que un choc. Oui, et c'est logique, puisque la plupart du temps, quand tu dis à quelqu'un au revoir, la première question qui se pose, c'est où est-ce que tu vas? Mais déjà, je ne savais pas où je vais. Alors du coup, c'était très bizarre. Mais je me rappelle, je suis allé à Bati à cette époque, j'ai fait 3 semaines. Et pour moi, c'était une façon de faire au revoir à ma terre. Je ne savais pas où est-ce que j'allais, je ne savais pas ce qui devait se passer. Alors je me suis dit, au moins, laissez-moi profiter. Au moins, j'aurais profité de Bati, de mon village et de ma famille pour la toute dernière fois. Vous pensiez à la mort? Pensez que... Tout était possible, tout était envisagé. Oui, je savais que c'était une possibilité. Mais ça ne vous a pas découragé en aucun Oui, cas? d'ailleurs, c'était une possibilité puisque c'était une des raisons pour laquelle j'allais au village. Parce que je me disais, ça pouvait être la dernière fois. Et une fois arrivé au village, j'observais les choses, je regardais tout. Parfois, je fixais ma main du regard, je regardais pendant des minutes. Et quand nos regards se croisent, elle me dit, pourquoi tu me regardes? Je dis, pour rien. Mais au fond de moi, je me disais, ça peut bien être la dernière fois. Et il était question pour moi de renverser, de changer le fusil d'épaule. Il était question de vivre pour quelque chose, de mourir pour quelque chose que de vivre pour rien. Parce qu'on vit pour rien au Cameroun. En fait, j'avais cette impression, puisque j'avais l'impression, souvent on dit, t'es venu. Vous savez, quand tu as un rêve qui n'est pas accompli, ça encore, c'est acceptable à partir du moment où vous avez essayé avant de ne pas réussir. Mais si vous n'essayez pas, là, je pense que le regret et la culpabilité peut vous ronger plus que l'échec de ce rêve. D'accord. Voilà. Donc, ça fait qu'il était donc question pour moi d'essayer. Je n'avais aucune garantie que j'allais réussir, mais il fallait que j'essaye. Alors, ça me faisait peur, mais il fallait. Mais il fallait. Et vous l'aviez fait? Arrivé à Ngaoundéré, c'est là où certains amis... C'est là où je rencontre des gens qui sont sur le même chemin. Certains Camerounais, comme vous? Oui, des Centrafricains, c'était un peu les gens venant de partout. Et c'est là où tout devient très clair.
Le chemin, il y avait des organisations qui disent, ah ok, oui, tu vas au nord, ok, tu vas arriver en Algérie, mais pour ça, il faut que tu vas à Yola, de Yola, tu vas aller à Cagno, et comme ça. Et ils connaissaient le chemin, quoi. Et c'était ce que j'avais sur le plan. Dans un moment, j'ai jeté ce bout de papier qui était soi-disant le plan. Ça ne servait plus à rien. Qui vous a donné ce plan-là? Qui vous a fait ce plan? Vous qui étiez enfui dans votre fin fond de Batié et Douala, là. Qui vous a donné le plan? Non, mais j'étais déjà à Douala. Faut noter que j'étais à Douala depuis quelques années. Donc, j'avais fait ma petite enquête. Voilà. Vous avez jeté le plan, vous avez foncé tout droit, vous êtes parti. Les difficultés, il y en a eu, non? Les obstacles. Pour franchir, on voulait traverser le désert. Si on peut appeler ça comme ça, mais pour moi, c'était plus que des obstacles. Parce que une fois arrivé au Niger, c'est là où il y a eu un clic, un truc qui nous a permis de comprendre que, ok, là, c'est pas bon. On est arrivé au Niger et on a vu les chèvres manger le carton. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce qu'on est? Je me recule, je dis, mais je rêve, je vois pas clair, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde, la chèvre est en train de brouter le carton. Okay. C'est un carton de quoi? Il n'y a pas de la nourriture? Non, un carton vide, oui. J'ai pris le temps, nous avons pris le temps d'observer pour voir ce qui se passe. Mais c'était juste un carton. Ouais. Là, on s'est dit, ok. Là, on est au Niger. On est au Niger. On est tous étonnés. Et là, on arrive, c'est déjà les contrôles de police, puisqu'ils savent que c'est une piste. Les clandestins passent là-bas, donc ils sont là-bas pour la raquette, papier, ceci, chacun vient. On vous met un peu en cellule, on prend l'argent. On a commencé à dormir dans les gares routières, sur des bancs, dans les gares routières. Et après, on est arrivé, on buvait le thé. C'est le chai, c'est ça. Bon, le chai. Au Niger, tu bois le chai toute la journée. Et pour eux, c'est un peu le repas. Ils disent, ah oui, mais il faut manger quoi. Mais non, c'était suffisant. On montait, je pense que c'était de Zender pour Arlit. Arlit, c'est au nord. C'est un peu le point de départ pour aller pour traverser la frontière, pour traverser le désert et arriver à Tamaracet en Algérie. Alors on faisait ce chemin, ce voyage de Zender pour Arlit. Alors on fut contrôlé en route et les policiers c'était déjà vers Arlit, les policiers nous ont descendu du bus. Et là, ça c'était un signe qui disait, ce truc-là, c'est pas bon. Parce qu'on nous descend du bus, c'était le premier contrôle. Le bus est parti, puisqu'il ne pouvait pas nous attendre. Et les policiers nous font nous asseoir dans une tente. Et personne ne nous contrôle. Et du coup, tu dis, ok, on veut faire pipi. On dit, ok, derrière là. Mais ils ne savent pas que nous, on peut fuir. Et arriver derrière, tu as bien l'intention de fuir. Mais tu regardes l'horizon, le désert. C'est à perte de vue. Oui. La chaleur qui venait du sol, parce qu'il y avait un soleil qui n'avait pas de nom. La chaleur qui venait du sol, c'était juste insupportable. Tu regardes à l'horizon, il n'y a rien à l'horizon. Tu te dis, ah ouais, je fuis là pour aller où? Toi-même, tu dis, j'ai fini les chefs pour ouvrir pour que charte. D'accord. Ça, c'était. Et après, on vous a laissé partir. Oui, après, bon, c'est pour vous raqueter, vous fouiller, vous chercher de l'argent. Et le prochain bus vous a amené. Oui. D'accord. Ok. Puisque c'est un trafic, c'est un système. Après, vous passez dans une cellule. Après, on vous laisse, on vous libère, sachant qu'il y a d'autres contrôles devant. Et voilà. C'est un réseau.